l'affaire Betaram pose évidemment plein de problèmes, et notamment cette prise de parole. Évidemment qu'on peut se taire pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais c'est jamais très bien compris par l'opinion publique, sauf précisément peut-être par ceux, je le disais, qui ont été victimes de traumatisme. Alors, je vous propose peut-être de voir ce que disait, ou d'écouter de nouveau ce que disait François Bayrou hier, lorsqu'il a appris ce qu'avait subi sa fille. Et je rappelle, le père Lartiguet, Olivier d'Artigol, qui est de Pau, vous connaissez bien Betaram. Betaram, c'est à combien de kilomètres de Pau ? 15 kilomètres. Bon, et alors c'est un pensionnat qui était connu. Une institution religieuse, un collège et un lycée. Bon. Alors, ce qui parfois m'ennuie, il faut remettre tout en perspective sur l'époque. On fait parfois le procès, à ces pensionnats catholiques d'avoir maltraité les enfants. C'était l'univers de ceux qui s'occupaient des enfants qui parfois faisaient des choses absolument inadmissibles. On l'a vu dans le sport, parfois, avec des entraîneurs qui ont maltraité des jeunes enfants qui, à 11 ans, 12 ans, 13 ans, qui venaient, pourquoi pas, dans des institutions sportives. On l'a vu dans toutes les écoles. Simplement, l'Église catholique a eu un mérite, c'est qu'elle en a parlé et elle a fait le ménage en son sein, ce que tout le monde n'a pas fait. Je pense notamment au domaine du sport, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur les violences exercées contre les jeunes filles, notamment sportives, dans les années 70 et 80. Sur Betaram, nous sommes très certainement sur la plus grande affaire pédocriminelle des dernières années, puisque les premiers cas remontent à 1957 et jusqu'à 2018. Grâce à un groupe Facebook, il y a donc aujourd'hui 208 victimes, dont plus d'une centaine pour viol. Mais je suis d'accord avec vous, partout dans la société où sur ces années-là, il y avait un accompagnement de la jeunesse, que ce soit dans le monde éducatif, ça s'est aussi passé dans le public ou sportif, il y a pu y avoir en effet des comportements de cette nature-là. Nous sommes sur Betaram sur quelque chose de très très particulier. Par exemple, vous étiez adolescent, vous avez sans doute connu des gens qui allaient à Betaram, et vous aviez ces échos-là. Je peux avoir une minute ? Je vous en prie. Il n'y a pas un jeune dans le Grand Sud-Ouest à qui on n'a pas dit un jour « Attention, si tu redresses pas tes résultats scolaires, tu iras à Betaram ». C'est un bâtiment sinistre à la vue, gris, avec le Gave, dans une vallée pyrénéenne assez encaissée. Quand vous êtes enfant dans le Sud-Ouest, vous n'avez surtout pas envie d'y aller. Ce qui se passe, c'est qu'on n'imaginait pas, donc on savait qu'on pouvait prendre une gifle. Mais ce qu'on ignorait, c'est les violences pédocriminelles. Et dans ce que vous avez dit, ça m'a beaucoup touché, parce que j'en ai parlé avec le Premier ministre récemment. Et la politique n'est pas toujours belle, tu le sais, Georges, mais il y a quand même des personnes qui ont fait croire, qui ont voulu aller sur un terrain parce qu'il était à Matignon, qu'il aurait couvert des crimes pédocriminels. Il vit aujourd'hui un véritable séisme personnel, mais il dit « Je ne veux pas en faire une affaire personnelle, il faut parler des victimes ». Pour vous donner un exemple, ils sont une centaine dans le dortoir, établissement où vous ne pouviez parler où vous deviez garder le silence 22 heures sur 24. Ils sont dans un dortoir, ils sont une centaine. L'un d'entre eux prend une gifle monumentale. Tous ces enfants sortent, personne ne parle de cette gifle à l'un de ses camarades ou le soir en rentrant chez eux. Il y a un pensionnaire un jour, il s'appelle le petit Philippe Navarro, en juin 80. Il a une méningite foudroyante la nuit. Ses camarades essayent de trouver un adulte qui n'en trouve aucun. Le matin, ce petit est mort. Ça ne parle pas. Et Hélène Bayrou a cette formule, ça ne parle pas. Et donc, c'est là où c'est abyssal, sur ce silence sur 40 ans. Les élites béarnaises savaient que c'était un établissement difficile, mais sans s'imaginer ça. Et puis, dans la ténèbre, il y a aussi une lumière, et je veux donner son nom, son prénom, c'est Jean Rémy. C'est un élève qui a été violé à plusieurs reprises, et après, il est devenu élève surveillant. Et souvent, les élèves surveillants qui avaient été violés faisaient vivre cet enfer à leurs camarades, à leurs condisciples. Sauf que ce Jean Rémy, ça a été un élève surveillant qui a été un ange, parce qu'il a protégé les proies les plus faibles du père Caricart quand il s'approchait. Donc il y a aussi des choses lumineuses dans les ténèbres. Et le livre qui sort aujourd'hui,
Ce lanceur d'alerte a travaillé tout seul. Il ouvre simplement ce forum de discussion sur Facebook, c'est étonnant, en disant voilà ce que j'ai à dire. S'il vous plaît, croyez-moi. Et les autres, parlez. Les 10 premiers témoignages, 20, 50, 200. Il a monté son dossier tout seul en justice. Et aujourd'hui, le travail judiciaire est enfin enclenché. Il y a beaucoup d'émotions dans ce que vous dites et je vous comprends, puisque vous êtes de cette région. C'est Alain Esquer qui, effectivement, a consacré d'ailleurs l'avant-dernier chapitre de son ouvrage à la fille de François Bayrou, qui l'a contactée elle-même. C'est important, évidemment, de le lire. Et lui-même était passé devant Bettara, mais il avait reconnu. C'est pour ça qu'il a eu cette idée de monter, vous dites, groupe. Voilà, il y a combien de temps ? Il reconnaît effectivement quelqu'un qu'il a eu lorsqu'il était jeune, et il dit c'est pas possible que cette personne soit encore là. Et il monte. Alors moi, on m'a dit c'était un groupe WhatsApp, Facebook, et pendant quelques jours, il n'y a pas de témoignages, et puis les témoignages vont affluer. Je voulais qu'on écoute François Bayrou hier. Comment vous dire ça de la manière la plus juste? En tant que père de famille, ça me poignarde le cœur. Même si c'est une affaire très ancienne, puisqu'il y a, je sais pas, 35 ans, quelque chose comme ça, mais que on ne l'ait pas su et que des dérives de cet ordre aient eu lieu, pour moi, c'est presque insupportable. Mais en tant que responsable public, qui dépasse le père de famille, c'est aux victimes que je pense. Ça n'est pas une affaire personnelle. Les travaux, l'écriture de ma fille sont tout entiers centrés autour d'une question. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Mais c'est la question évidemment essentielle, mais ça nous invite à beaucoup d'humilité, pour tout vous dire, Philippe Bilger et Georges Fenech. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on prend des lunettes de 2025 pour juger n'importe quelle époque, on parle souvent de 1940, on parle de 1960, on parle de la guerre d'Algérie, on parle de tous ces sujets-là. Ça nous invite à l'humilité, parce que il est très difficile, lorsque soi-même on n'est pas dans l'époque, de comprendre comment cette époque précisément était. Et je fais juste un parallèle avec ce que disait François Mitterrand précisément sur cette période de 40. Il disait la grande fracture entre les uns et les autres, c'est ceux qui ont connu cette période et ceux qui ne l'ont pas connue. Là, j'ai trouvé votre éditorial très fin, réellement. Parce... Non, mais sérieusement, et parce que vous... on pourrait tenter par une approche un peu sommaire, simpliste, de dire « Mais comment se fait-il que ces êtres jeunes qui ont subi le pire n'aient jamais parlé, n'aient jamais dénoncé ?» Et pourtant, vous pointez bien dans votre éditorial le fait, et d'ailleurs la fille de François Bayrou l'explique très très bien dans l'entretien qui a été donné à Paris Match, elle explique comme chacun peut être enquisté dans sa propre douleur et il ne veut surtout pas la communiquer. Et donc, à un moment donné, les êtres parviennent à parler dans ce domaine comme dans d'autres. C'est évident et il ne faut surtout pas se moquer. Peut-être, parfois, et j'ai été tenté de le faire, de ces êtres qui attendent des années pour révéler le pire dont ils ont été victimes. Ce sont des enfants qui ont voulu protéger les parents. Tout à fait. Et ce sont des enfants qui sont devenus des adultes détruits de l'intérieur. Un grand nombre d'entre eux, moins une dizaine, se sont suicidés. Mais c'est-à-dire ce type d'agression... certains ne s'en remettent jamais et peut-être même ne s'en remettons jamais. Oui. Moi, j'étais très bouleversé par le récit d'Olivier. Ce qui m'étonne quand même, c'est que cette longue durée où personne n'a rien vu, quoi. Le silence total derrière ces murs qui étaient les murs de l'enfer, les murs de la torture, du crime. Enfin, le goulag des Pyrénées. C'est hallucinant. D'où, si vous voulez, moi je pense à tous les services qu'ont-ils fait. Et je pense aussi que ça rappelle la nécessité pour les services de l'État d'opérer des visites inopinées
dans les établissements qui sont sous contrat ou hors contrat, davantage encore. C'est seulement ces mesures-là qui peuvent révéler des faits d'une gravité certaine. Voilà, je crois qu'on a beaucoup progressé, effectivement, depuis cette époque, mais on n'est pas à l'abri d'un nouveau Betaram quelque part. C'est ça que je suis en train de vous dire. Mais Georges, j'ai été longtemps dans le sport. Oui. Les témoignages que j'ai reçus de l'INSEP Bien sûr. dans les années 70-80, Terrible. l'INSEP, Oui. qui sont des témoignages que je n'ai jamais vérifiés par définition, qui sont simplement des conversations qu'on nous rapporte, des gens qui disent voilà ce qui se passait. Que voulez-vous que je vous dise ? C'était effectivement le rapport, les encadrants à l'époque avec les enfants se sont conduits d'une manière parfaitement criminelle. Absolument. Bien sûr. François Bayrou, pas tous. Non. Mais bien sûr, pas tous. Absolument. Évidemment. Mais il y a eu des agissements qui ont été couverts par toutes les hiérarchies de tous ceux qui encadraient les enfants à cette époque-là. Et c'est une réalité, je vous assure, dans le sport. Alors il y a eu des témoignages régulièrement des jeunes femmes qui ont témoigné leur rapport avec leur entraîneur, notamment dans le patinage artistique, on s'en souvient. Écoutez M. Bayrou une deuxième fois, qui évoque cette fois-ci sa fille qui ne lui avait rien dit. Votre fille, vous en avez jamais parlé ? Non, pourtant je parle très souvent avec elle, mais comme vous savez, tous les parents sont comme ça. Mes enfants sont comme la prunelle de mes yeux, chacun d'entre eux. Et donc elle en premier, puisque c'est l'aîné de mes enfants. Non, on parle de tas de choses, elle n'avait jamais parlé de ça. Une volonté aussi très classique chez les enfants, pas tant d'ailleurs lorsqu'ils sont dans leur prime jeunesse, mais ensuite c'est souvent de ne pas inquiéter leurs parents. Lorsqu'ils deviennent adolescents, lorsqu'ils deviennent adultes, ils n'ont pas envie, leurs parents parfois ont pris un peu de l'âge, et ils n'ont pas envie de les inquiéter par des soucis personnels qu'ils peuvent avoir. Donc très souvent, moi j'entends des parents qui disent comment ma fille, elle ne me dit pas qu'elle ne ou mon fils ne me dit pas qu'il ne va pas bien ou qu'elle ne va pas bien, il n'ose peut-être pas, etc. Et je m'en aperçois quand même, je le vois. Mais il y a une pudeur, une délicatesse, appelez ça comme... Et puis on était dans une époque, si vous le permettez... Non mais aujourd'hui encore. Où très naturellement, le mouvement des parents, et ça n'était pas le cas là en l'occurrence, mais était de venir au soutien de ces hiérarchies, de ces univers officiels, alors qu'aujourd'hui, je dirais, on a radicalement changé de cap. Sophie Primas s'est exprimée, elle est porte-parole du gouvernement, elle était avec Sonia Mabrouk tout à l'heure sur Europe 1, je vous propose de l'écouter. C'est une histoire qui est générale, qui est malheureuse, et là aussi je veux penser aux nombreuses, voire très nombreuses victimes de cet établissement et des méthodes de cet établissement, dont la fille de François Bayrou. C'est aussi une histoire personnelle qui est extrêmement blessante, je pense, pour lui, difficile. On a tous des enfants et s'imaginer que pendant des années, ces enfants n'ont pas, par culpabilité, n'ont pas osé exprimer ce qu'ils avaient vécu, ça doit être extrêmement difficile à titre personnel. Je pense que ça n'exonère pas le Premier ministre, mais ça n'exonère personne en réalité, parce que pendant toutes ces années, il y a il y a un écosystème, il y a beaucoup d'élus, beaucoup de personnes autour de cet établissement, beaucoup d'élèves qui ont participé à cette vie. Le Premier ministre n'est pas au centre de tout, comme sa fille n'est pas au centre de tout. Bon, ça n'exonère pas François Bayrou. J'ai l'impression que cette phrase a un peu échappé. Il n'y a pas un fil conducteur intellectuel dans sa démonstration. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire, Madame. Je pense, comme vous, que ça lui a échappé. Je pense que ça veut dire que le Premier ministre, comme les autres parents, peut-être n'a pas été au courant et qu'il n'était pas... C'est plutôt ça, comme ça que je l'interprète. Oui, je ne pense pas ça ne l'exonère pas sur sa responsabilité, etc. Je n'imagine pas. Non, mais évidemment. Mais bon, politiquement, vous trouvez que... Quelle est votre analyse ? Ce que je voulais dire, c'est que après avoir lu le témoignage de la fille de François Bayrou, après avoir entendu le Premier ministre hier, et même après avoir entendu Olivier ce matin, je peux que me dire que c'était absolument abject l'instrumentalisation politique qui a été faite de ce dossier. Depuis le départ, pourquoi ce dossier est utilisé par une partie de l'échiquier politique pour nuire à François Bayrou parce qu'il était à Matignon. Au détriment des victimes, certains s'en fichaient totalement. C'était simplement pour montrer qu'il y avait une forme d'implication du Premier ministre. Je trouve ça absolument abject et je suis...
très marqué par la déclaration hier de François Bayrou. Vous savez, on a connu l'affaire Baudis dans notre pays. Et l'instrumentalisation est d'autant plus abjecte que ici ou là, on prétend que derrière cet entretien dans Paris Match, il y a un processus de connivence délétère entre le Premier ministre et sa fille en raison de la future audition de François Bayrou le 14 mai. Ça, c'est odieux. Bon, et puis, il y a, disons-le, il y a aussi une instrumentalisation contre le monde catholique qui est faite, bien sûr, et je le répète, et chacun le sait, c'est un problème général de toute la société qui traitait mal, parfois, pas toujours, certains enfants, surtout lorsqu'ils étaient dans un système de pensionnat, et on retrouve ça dans le sport, j'ai cité tout à l'heure l'INSEP. On ne peut pas ignorer la commission Sauvé, on ne peut pas ignorer tout ce qui s'est passé. Oui, mais parce que la commission Sauvé, elle a fait le ménage. Pardonnez-moi, les autres institutions ne l'ont pas fait. Bien sûr. C'est ça que je veux vous dire. Ça a existé, quoi. Mais bien sûr que ça a existé. Mais, comment dire, ce n'est pas le fait des catholiques, c'est ce que je veux vous dire. L'instrumentalisation qui est faite parfois en mettant un lien de causalité entre le catholicisme et ses brimades est parfaitement odieux. Bien sûr. C'est ça que je veux dire. Disons, on peut s'interroger. C'est ça que je veux dire, ni plus ni moins. On peut tout de même s'interroger. C'est pas le catholicisme qui était responsable de ça. On peut tout de même s'interroger pour savoir comment, dans la tête de catholiques, ont pu germer l'idée de telles pratiques. Mais ça s'appelle le diable, cher ami. Oui, non, mais... Ça s'appelle le malin, dont parle très souvent M. Joseph Massescaron, c'est le diable. Oui, mais... Le diable est un ange déchu, je vous le rappelle. C'est une conception... Mais les catholiques croient... Quand vous croyez en Dieu, vous croyez au diable, m'a expliqué Joseph Massescaron sur ce plateau il y a 48 heures. Donc le diable existe, pour les catholiques en tout cas. Je n'en doute pas, mais pour vous, il est étonnant que ceux qui croient en Dieu cultivent le diable dans certains moments de rectification. Mais ils ne le cultivent pas. Il murmure, dit... Là, je cite Joseph Massescaron. Il murmure, alors on va... Moi, je ne suis pas un spécialiste du diable. Bon, je voudrais qu'on écoute Hélène Perlan. C'est l'âme humaine. Hein, mais oui, en plus, ne jouez pas le naïf. Ne faites pas le naïf. Vous savez très bien l'âme humaine. Et il a raison, genre. Non, mais on peut s'interroger. Mais écoutez, pense le pire d'un homme, tu es encore en dessous de la vérité. Oui, je suis assez d'accord. Sauf j'espère quand même. Cette phrase n'est pas de moi, mais je ne la pense pas. Dans les années 70, il faut quand même rappeler qu'il y a une partie de la gauche qui avait théorisé ce genre de choses. Eux ne sont jamais revenus là-dessus. Remarquable intervention de Thomas Bonnet. Je n'osais pas l'évoquer. Remarquable intervention de Thomas Bonnet. On pourrait citer un éditorialiste célèbre. Qui faisait l'apologie du rapport avec les enfants sur un plateau d'apostrophe. Je n'osais pas l'évoquer. Et je n'ai pas vu effectivement les intellectuels qui prenaient la parole dans ces années-là, aujourd'hui faire amende honorable. Il y avait une idéologie qui semblait justifier de l'autre côté. Donc l'instrumentalisation, on est là effectivement pour mettre en perspective les choses et voir cette instrumentalisation telle qu'elle est parfois mise en place. Hélène Perlan, elle était sur France Inter ce matin, je vous propose de l'écouter. Et vous n'avez rien dit. Je n'ai à personne. À personne. Pas à vos parents, pas à personne. Pas à moi-même. À moi-même, je sais que j'ai été agressée. Je me demande un peu pendant plusieurs années pourquoi. Je réfléchis, alors sans aucune culpabilité, mais pourquoi je n'ai pas quitté ce groupe, été porté plainte. C'est quelque chose qui me travaille, mais comme une vraie question ouverte. Donc, à partir de là, moi, je fais partie des gens qui ont tout de suite commencé à réfléchir à ce qui se passait dans ce type de violence. Il a fallu tout le livre d'Alain pour que je comprenne comment ça fonctionnait, et que je parte avec lui pour dire « Ok, on va vous expliquer de l'intérieur, petit à petit, comment ça fonctionne, ce silence ». Donc je le rappelle, c'est dans un camp d'été dans les Pyrénées, une quarantaine de personnes, c'est sous l'autorité de Bétaram, élèves, moniteurs, un soir, alors qu'on déballe nos sacs de couchage, écrit-elle, dit-elle à Paris Match, l'artiguet me saisit tout d'un coup par les cheveux, il me traîne au sol par plusieurs mètres et me roue de coups de poing, de coups de pied, sur tout le corps, surtout dans le ventre, il pesait environ 120 kilos, pour parler crûment, je me suis uriné dessus et suis resté toute la nuit comme ça, humide et prostré dans mon duvet. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais quand elle rentre chez ses parents, visiblement, ça doit se voir, mais entre le moment où elle est frappée et le moment où elle rentre chez ses parents, il se passe du temps. Donc les ecchymoses sont bons. Mais il est intéressant de voir, Pascal, les motivations qu'elle donne de ces terribles violences. Elle dit « J'étais trop insolente, on a voulu me donner une leçon
Oui, mais tu es insolente comme ton père. Mais pardonnez-moi, ça existait. Enfin, tous les gens de ma génération ont vu, dans l'école parfois publique, dans le sport, des professeurs lever la main sur des enfants. Il n'y a pas une personne qui n'a... Vous-même, j'imagine que vous l'avez vu dans le monde du sport, puisqu'on est de la même génération. Vous, pareil, Georges et Philippe, nous sommes d'accord. Oui. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Moi, je l'ai vécu au lycée en tant que pensionnaire. Hein. Voilà, on recevait des gifles, on recevait des coups de règle, on recevait des sur les doigts. Donc c'est important pour la jeune génération de rapporter ces avec une dimension, j'ai lu beaucoup de témoignages des victimes de Beta-Haram, avec une dimension dans le milieu catholique, c'est que les parents confiaient donc ces enfants à une institution qui était certes sévère, mais qui jouissait d'une très bonne réputation sur le plan éducatif. Et les victimes ont certainement voulu protéger leurs parents, mais aussi leurs agresseurs étaient les représentants de Dieu. Oui. Et ils disent donc que c'était pour eux quelque chose de déchirant ô combien. Une autre anecdote, l'un des petits qui enterre son père à la journée est récupéré par le père Caricart le soir, et le soir même, le père Caricart le viole. Et il évoque donc, on ne peut même pas mettre des mots là-dessus, qu'il a compris plus tard que c'était un viol, parce qu'au début, il pensait que c'était une protection. Après les obsèques de son père. Oui. Je ne sais pas si on a un dernier témoignage à vous faire écouter sur ce sujet. Mathilde Panot s'est exprimée, elle était ce matin sur TF1, me dit Marine Lançon, écoutons-la. Il y a une différence entre ce qui concerne la famille Bayrou, la relation entre un père et une fille, et le volet politique, ce qui nous intéresse, nous, dans le cadre de la commission d'enquête portée notamment par l'insoumis Paul Vannier, qui est un scandale d'État, avec un Premier ministre qui a menti à plusieurs reprises devant la représentation nationale. Encore récemment, un gendarme et un magistrat ont redit que François Bayrou savait, lorsqu'il était ministre de l'Éducation, mais aussi président du conseil départemental, donc en charge de la protection de l'enfance. Et c'est ce que nous essaierons de savoir le 14 mai, lorsque François Bayrou sera auditionné sous serment par la commission d'enquête. Si cet homme de justice et si ce gendarme sont tellement faits, pourquoi ils n'enclenchent pas l'article 40 à l'époque? Non mais c'est vrai. Contrairement à ce qu'a fait un autre juge dans une affaire Spinner.